peut-on encore parler aujourd'hui de tourisme social? Voilà. Alors ces thématiques seront animées donc par une représentante d'Atout France, Alicia Petiot, chef de projet ingénierie tourisme durable. Voilà, et je vais inviter nos invités à rejoindre la table demi-ronde. On m'a fait remarquer qu'elle n'était pas ronde, mais elle est ouverte sur le public. Donc Stéphane Mauduit, Philippe Noche, Marc Pili et Monsieur Alain Schmitt, ainsi que s'est jointe à nous Madame Sandra Wabian. Et je vais laisser la parole à notre animatrice, Alicia. Il y a un petit délai. Ah, ça y est, ça s'allume. Je crois que c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes et à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour cette table ronde sur le tourisme social. Et donc, sur la problématique, peut-on encore parler aujourd'hui de tourisme social aux décideurs et aux consommateurs? Donc, comme ça a été présenté, moi je suis Alicia Petiot, donc chef de projet ingénierie tourisme durable chez Atout France. Donc, je pilote plusieurs appels à manifestation d'intérêt sur le sujet du tourisme durable, donc en accompagnement des opérateurs sur leurs enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et donc aujourd'hui, nous avons autour de la table des acteurs représentants de points de vue et puis d'expertise variées sur le sujet du tourisme social pour pouvoir évoquer les différents enjeux et leviers sur cette problématique. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter chacun votre tour. Et puis aussi, on aura dans quelques temps Sandra Wabian, si on arrive à la retrouver en ligne pour se présenter également. Monsieur Schmitt, comme vous avez le micro, si vous voulez commencer. Oui, bon, donc Alain Schmitt, je suis directeur général de l'Agence nationale pour les chèques vacances. Merci. Monsieur Mauduit. Stéphane Mauduit, je suis responsable d'investissement à la Banque des Territoires sur le service tourisme et directeur général du Fonds Tourisme Social Investissement, que j'aurai peut-être l'occasion de représenter après. Merci, Monsieur Noche. Oui, Philippe Noche, je suis vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme, de l'économie territoriale et de l'intelligence économique. Merci. Bonjour, Marc Pili, je suis le délégué général de Vacances Ouvertes. Vous avez les salutations de Patrick Canard qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et puis peut-être qu'il y a un point commun entre VO, VVF et le sujet, mais on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Est-ce qu'on arrive à avoir Sandra Wabian pour qu'elle puisse se présenter également, Vincent? Bonjour, on vous entend. Merci. On vous entend, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vous entends pas très bien, mais je peux quand même me présenter. Donc, je suis Sandra Wabian, je suis sociologue et directrice générale du CREDOC. Alors voilà, c'est les aléas du direct. On se décale pour pouvoir vous voir. Voilà, merci beaucoup, Sandra. Donc peut-être pour remettre un peu de contexte sur cette table ronde, le tourisme social fait aujourd'hui face à des défis qui peuvent peut-être amener à remettre en question son modèle. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui. Pour autant, il est essentiel pour permettre le départ en vacances des plus nombreux. On sait encore qu'aujourd'hui, 46% des Français ne partent pas en vacances au moins une fois chaque année. Pourtant, le tourisme et les vacances jouent vraiment ce rôle essentiel d'apprentissage, de cohésion sociale, de lien social. Donc, il reste d'autant plus aujourd'hui, dans un contexte d'inflation, d'accroissement des inégalités, essentiel de pouvoir trouver des solutions pour la pérennité de ce modèle. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En introduction et en ouverture, Sandra, vous allez nous permettre de remettre un petit peu de contexte, notamment contexte sociétal dans lequel doit s'inscrire le tourisme social. Peut-être en question d'ouverture, quels sont les enjeux auxquels fait face le tourisme social aujourd'hui? Bonjour, donc merci beaucoup pour cette question et pour cette introduction. Je suis ravie d'être donc parmi vous. Je vais vous essayer de répondre à cette question avec un petit support que je vais vous partager. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend, merci beaucoup. Voilà. Donc,
quels sont les enjeux au tourisme social aujourd'hui? Je vous propose d'en aborder 3. Évidemment, il y en a probablement beaucoup d'autres. Mais le premier, donc, c'est celui autour de la question des vacances pour tous. Comment le tourisme social peut permettre d'atteindre cet objectif. Le deuxième, c'est celui de la question de la montée de l'isolement relationnel dans notre société. Il semble qu'il y ait probablement aussi une place pour le tourisme social par rapport à cela. Et puis enfin, la place des vacances pour démocratiser des pratiques. Et là encore, il me semble que c'est un enjeu auquel peut répondre le tourisme social. Donc le premier élément, c'est la tendance à la baisse du départ en vacances, notamment chez les bas revenus et les classes moyennes inférieures, qui donc rend encore plus nécessaire, s'il le fallait, la place du tourisme social dans l'offre des départs en vacances. Alors, comment cette baisse s'explique? D'abord, il faut rappeler quand même qu'on a une hausse du taux de pauvreté en France depuis le milieu des années 2000. On avait eu une baisse de la pauvreté dans les années 70, 80, 90. Et depuis une quinzaine d'années, on a une hausse du taux de pauvreté qui touche donc en moyenne 14,5% de la population, mais avec des taux beaucoup plus élevés chez certains publics, 35% chez les chômeurs, 32% chez les familles monoparentales, 30% chez les immigrés et 20% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Des classes moyennes aussi sur ce slide un petit peu compliqué, mais qu'on peut résumer en quelques mots. Des classes moyennes qui ne sont pas forcément moins nombreuses que par le passé, hein, contrairement à l'idée reçue. On n'est pas dans une société qui rêve vers une société en sablier où il y aurait beaucoup de gens chez les pauvres, beaucoup de gens chez les riches. En fait, non, on a plutôt une forme de toupie, c'est-à-dire beaucoup de gens autour de la moyenne. Mais par contre, à l'intérieur des classes moyennes, on a une forme de paupérisation dans le sens où on a davantage de classes moyennes inférieures, donc de gens qui sont en dessous de la médiane des revenus. Et ça, c'est un élément assez atypique par rapport à d'autres pays de l'OCDE. L'autre élément de contexte qui vient un peu expliquer les difficultés qu'ont les Français à partir en vacances, c'est la hausse des dépenses contraintes et notamment la hausse des prix du logement. En fait, depuis le début des années 2000, il y a vraiment eu une hausse telle des prix du logement que ces prix se sont déconnectés des revenus des ménages. Alors, on parle depuis quelque temps d'un marché immobilier qui se serait figé parce que, à cause de la hausse des taux, les gens n'arriveraient plus à emprunter. Bon, en réalité, c'est pas depuis juste 2 ans qu'il y a des difficultés d'accès à la propriété. C'est vraiment depuis le début des années 2000 que le marché résidentiel s'est figé et du coup, les gens ont des dépenses de logement de plus en plus importantes, soit quand ils sont propriétaires, soit aussi quand ils sont locataires, parce que même si les prix des loyers n'ont pas forcément beaucoup augmenté, eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, le parc de locataires s'est appauvri. Il y a davantage de personnes seules, davantage de foyers monoparentaux, davantage de pauvres, en fait. Et du coup, le poids du logement sur leur budget a beaucoup progressé. Ce qui fait que mécaniquement, eh bien, nous avons des marges de manœuvre financières qui ont diminué. Et ça fait partie des éléments qui expliquent finalement que on a aujourd'hui une tendance à la baisse du taux de départ en vacances. Donc sur cette courbe, vous avez présenté les taux de départ en vacances suivant le niveau de vie de la population. Donc en jaune, vous avez les hauts revenus. Hein, donc assez logiquement, on voit que leurs taux de départ en vacances sont systématiquement plus élevés que ceux des classes moyennes ou des bas revenus qui sont en bleu foncé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que en réalité, non seulement les taux de départ en vacances ont plutôt eu la tendance à diminuer depuis 45 ans qu'on suit cet indicateur au CREDOC, mais les inégalités de départ en vacances ont eu tendance à progresser. Quand on rapporte le taux de départ en vacances des plus riches au taux de départ en vacances des bas revenus, on avait dans les années 80 environ un coefficient d'1,5, c'est-à-dire que les plus riches partaient 1,5 fois plus souvent en vacances que les pauvres. Aujourd'hui, on a un coefficient de 1,84. Et on voit bien que la tendance, elle est plutôt à l'augmentation. Donc, un taux de départ en vacances qui baisse en liaison avec une hausse de la pauvreté, en liaison aussi avec une augmentation des dépenses contraintes, et également des inégalités de départ en vacances qui progressent. On le voit aussi dans une question qu'on pose au CREDOC depuis plus de 40 ans,
qui est est-ce que vous avez le sentiment de vous restreindre régulièrement sur votre budget loisirs et vacances? Donc, on voit que la courbe jaune, donc celle des hauts revenus, est la plus basse, hein, c'est assez logique. Il y a moins de sentiments de restriction chez les plus hauts revenus. Mais ce qu'on voit, c'est que entre la courbe jaune et les courbes bleues, en fait, il y a une forme d'écart qui progresse. C'est-à-dire que le sentiment de restriction financière sur les dépenses de loisirs et de vacances a plutôt tendance à diminuer chez les hauts revenus, tandis qu'il a plutôt tendance à augmenter à la fois chez les bas revenus et chez les classes moyennes. Autre élément qui vient donner une importance au tourisme social, c'est donc au-delà du fait que les inégalités ont augmenté, il y a aussi des inégalités qui sont présentes, notamment chez les enfants, avec non seulement le moindre départ en vacances, mais également un moindre départ en vacances collectif. Donc sur ce graphique, en fait, on présente les vacances des enfants suivant le niveau de revenus de leurs parents. Et ce qu'on constate, c'est que chez les hauts revenus, il y a 41% des enfants qui partent avec leurs parents, mais qui partent aussi via d'autres moyens de départ en vacances, et notamment des départs collectifs. Et ce taux, il est beaucoup plus faible à mesure qu'on descend dans l'échelle sociale. Donc, d'une certaine manière, non seulement les hauts revenus partent plus souvent, mais ils offrent aussi à leurs enfants une diversité dans les départs en vacances, et notamment des séjours collectifs qui sont plus accessibles pour eux. Donc, des inégalités qui sont liées aux questions de revenus et puis aussi des difficultés auxquelles font face les Français qui sont liées aux questions d'emploi du temps et de souplesse qu'on peut avoir sur son départ en vacances. Je vous présente ici sur cette courbe la progression de la proportion de personnes qui sont entrées sur le marché du travail en étant en CDD, donc en contrat court. Et cette proportion, elle a été multipliée par 2,5 depuis le début des années 2000. Évidemment, c'est beaucoup plus présent chez les bas revenus et les classes moyennes inférieures. Donc, non seulement chez ces catégories sociales, il y a moins d'argent pour partir en vacances, on part moins souvent en vacances, mais en plus, on peut avoir aussi plus de difficultés finalement à pouvoir choisir le moment où on part en vacances parce que bien, on n'est pas dans un contrat à durée indéterminée avec un peu de visibilité devant soi. Au-delà même de ces questions de contrat de travail, dans le rythme de travail, dans la possibilité de pouvoir modifier ses horaires de travail, de pouvoir partir tel jour à telle heure en vacances, par exemple, eh bien, évidemment, il y a beaucoup moins aussi de marge de manœuvre chez les bas revenus et les classes moyennes inférieures. Et donc, finalement, le tourisme social, il doit faire face à la fois à des difficultés financières, mais aussi à des difficultés de manque de souplesse en termes de rythme de travail et de prévision dans le futur. Et puis, dernier élément, toujours sur cette question du besoin d'offres qui s'adapte finalement au public les plus en difficulté, je voulais aussi rappeler qu'on a une part importante de la population, et notamment des actifs, qui sont en horaire atypique. Donc, en moyenne, c'est 45% des actifs qui sont en horaire atypique. C'est des données de la DARES. Et quand on regarde dans nos données de l'enquête conditions de vie du CREDOC, on retrouve à peu près le même chiffre, mais on est à 60% chez les bas revenus. Donc 60% des bas revenus qui travaillent soit le samedi, soit le dimanche, soit le soir, la nuit, en horaire alterné. Et donc forcément, des besoins aussi en termes de départ en vacances qui peuvent être un petit peu différents. Donc premier enjeu au tourisme social, les questions d'inégalité. Essayer de favoriser le départ en vacances à la fois des plus modestes qui font face à des difficultés financières, mais aussi à des difficultés de rythme de travail, de manque de souplesse par rapport à un rythme de travail. Et puis, deuxième enjeu, l'enjeu de pouvoir aussi faire face à la question de l'isolement relationnel, qui est une question qui se pose aujourd'hui avec une forte acuité. On mesure au CREDOC depuis le début des années 2010 le taux d'isolement relationnel, c'est-à-dire la proportion de Français qui a très peu de contacts et une très faible diversité de contacts, c'est-à-dire par exemple qui va voir uniquement des membres de sa famille mais qui n'aura pas d'amis ou qui n'aura pas de relation avec des collègues, etc. Puisque on sait que c'est la diversité en fait des contacts notamment qui permet le lien social, qui permet une forme de cohésion sociale. Alors si on met à part le pic évidemment de l'isolement relationnel pendant le Covid, on a quand même une tendance à la hausse du taux d'isolement relationnel puisqu'on était à 9%
en 2010 et qu'on est à 12% en 2023. Et puis, il y a un autre chiffre qui interpelle, c'est que lorsqu'on demande aux gens s'ils se sentent seuls, on a 25% de la population qui déclare en juillet 2023 qu'elle se sent tous les jours ou presque ou souvent seule. Et ce chiffre, il monte à 45% chez les 15-24 ans. C'est-à-dire qu'une classe d'âge qu'on a l'habitude de se figurer comme étant la classe d'âge du lien social par excellence est quand même aujourd'hui confrontée à ce sentiment de solitude. Et donc, il me semble que c'est un des enjeux auxquels le tourisme social peut ou doit ou devrait pouvoir répondre, cet enjeu de l'isolement. Donc cet isolement, il s'explique par différentes manières, mais notamment, il me semble que c'est quand même important de rappeler que la part des personnes seules dans la population a tendance à augmenter de manière assez significative dans le temps. Dans les années 90, on avait à peu près 13% de la population qui vivait seule. Aujourd'hui, on est à 21%. Dans les pays du Nord, on est à plus d'un tiers des foyers qui sont des personnes seules. Donc cette évolution a toutes les chances de perdurer. Donc, davantage de personnes seules, davantage de personnes qui se sentent seules. Et cette augmentation du nombre de personnes qui se sentent seules, elle a un impact, puisque ce qu'on peut constater, c'est qu'au début des années 80, les personnes qui vivaient seules étaient à peu près aussi nombreuses que les personnes, que la moyenne des foyers à partir en vacances. Et aujourd'hui, on a 13 points d'écart entre les personnes qui vivent seules et la moyenne de la population, donc avec moins d'une personne sur deux qui vit seule qui part en vacances. Et puis, dernier élément, toujours sur cette question de la solitude, donc il y a à la fois plus de personnes qui vivent seules, plus de personnes qui se sentent seules, les personnes qui se sentent seules, les personnes qui vivent seules partent moins en vacances, mais au-delà de ça, même lorsqu'on a des pratiques qui habituellement pouvaient être des pratiques collectives, aujourd'hui, il y a une transformation des pratiques, et là je vous ai mis des pratiques sportives, pour aller vers des pratiques de plus en plus individualisées. On a aujourd'hui 49% des gens qui pratiquent du sport, qui le pratiquent seuls, et c'est un taux qui ne cesse d'augmenter parce qu'on va pratiquer de plus en plus chez soi ou avec une application sur les smartphones, que ça va permettre de pouvoir gérer son planning plus facilement, que comme ça, on n'aura pas forcément honte de faire du sport devant d'autres, etc., etc. Il y a tout un tas de raisons qui expliquent cela. Mais néanmoins, la tendance générale, c'est aussi une individualisation des pratiques. Et il me semble que le tourisme social, il a un enjeu vraiment à répondre à ces questions de société et ces questions notamment de solitude et d'isolement, puisqu'il peut permettre aussi de recréer des formes de collectifs. Et puis le troisième et dernier enjeu que je voulais mettre en évidence, c'est celui des apports que peut avoir le tourisme social, notamment parce qu'il peut aussi permettre de faire un peu un pas de côté, d'avoir un petit peu de plaisir dans la vie, et également de démocratiser des pratiques qui sont aujourd'hui réservées plutôt à une élite, au-delà seulement du départ en vacances. Alors, je vais peut-être passer un petit peu vite, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où on a eu qui a été marquée par 2 années d'inflation, avec notamment une inflation très importante sur les prix de l'alimentation, et qu'on a un sentiment de restriction financière sur les dépenses d'alimentation qui a beaucoup augmenté. Vous voyez la courbe qui est à droite sur le slide. On était à 10% des Français qui avaient le sentiment de se restreindre sur leur budget alimentation au début des années 80. On est aujourd'hui à 49%. Et vous voyez que la courbe a bondi depuis le Covid, avec évidemment la flambée des prix des denrées alimentaires. Ça a des conséquences très concrètes qui sont que notamment les Français consomment moins de produits agroalimentaires. Donc il y a probablement une partie de gaspillage alimentaire en moins, hein, on fait attention à moins jeter, mais possiblement aussi des restrictions, puisqu'on a des volumes de consommation alimentaire qui diminuent. Et en parallèle de ça, malgré tout, malgré ces difficultés, eh bien, on a quand même une progression des dépenses de consommation, notamment pour ce qui est dépenses d'hébergement-restauration et puis des dépenses d'information-communication. Alors, qu'est-ce que ça dit? Évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes, hein. On peut avoir dépensé en moyenne davantage dans la population française parce que les plus riches vont peut-être plus partir en vacances. Mais ça dit aussi
qu'il y a d'une certaine manière, même les ménages pauvres, et c'est une question qu'on a posée aux Français et qui nous ont répondu, qu'on a près de 40% de la population qui déclare qu'il lui arrive de se priver sur des achats essentiels du quotidien pour privilégier des dépenses plus exceptionnelles. Et ce taux, il est encore plus élevé chez les bas revenus. C'est-à-dire que parfois, on va préférer se priver un petit peu sur des dépenses d'alimentation du quotidien pour pouvoir avoir quelques dépenses plaisir, garder une sortie qui va pouvoir un peu marquer le temps et la mémoire. Parce que finalement, le sel de la vie, c'est aussi pouvoir faire des pas de côté. Et donc, le tourisme social, il a aussi cette vocation de permettre à des publics qui ne partent pas en vacances ou qui ont accès difficilement à des pratiques de loisirs, d'accéder à ces pratiques de loisirs. Et notamment, ce qu'on constate, c'est que le départ en vacances, c'est un moment où on va pouvoir avoir des pratiques qui ne sont pas des pratiques du quotidien. Et en particulier, on mesure dans nos enquêtes qu'on a 62% des Français qui ont effectué une visite patrimoniale au cours des derniers mois. Donc un monument religieux, un château, un jardin remarquable, une maison d'hommes ou de femmes illustres, etc., un champ de bataille. Et 48% de ceux-là ont effectué cette visite pendant les vacances. Donc les vacances, en fait, c'est vraiment aussi un moment où on va pouvoir accéder à des pratiques un petit peu différentes. Or, sur d'autres types de pratiques, comme par exemple le fait d'aller à des concerts, d'aller au théâtre, de regarder des spectacles de danse ou de spectacles de cirque, on est sur des taux bien inférieurs dans la population française, entre 5 et 24% de la population française qui ont ce type de pratique, et ce sont essentiellement toujours les mêmes publics qui y ont accès, et en particulier les jeunes, les Parisiens et les catégories aisées qui sont surreprésentés dans ces pratiques. Et donc le tourisme social, d'une certaine manière, il peut venir aussi en proposant des activités qu'on ne fait pas au quotidien, démocratiser des pratiques. Voilà, et j'en terminerai par ça. On a réalisé au Crédoc une grande enquête qui s'appelle l'enquête budget de référence, où on a interrogé les Français sur de quoi on a besoin pour vivre décemment en étant intégré dans la société française. Et en passant en revue vraiment toutes les dépenses du foyer, le fait d'avoir une voiture, de dépenser de temps et temps pour les vêtements, pour l'alimentation, etc. Et il est ressorti parmi les dépenses qui sont essentielles pour vivre, qui sont considérées comme nécessaires à s'intégrer, le départ en vacances. Le départ en vacances, à la fois pour voir autre chose, donc ce pas de côté dont je parlais, et également parce que, d'une certaine manière, c'est aussi un marqueur de statut social. Ne pas partir en vacances, c'est se sentir déclassé socialement. Et donc, parmi les choses qui sont nécessaires pour vivre, du point de vue des Français, il y a le fait de pouvoir partir en vacances, notamment 2 semaines par an lorsqu'on habite une ville ou lorsqu'on a des enfants, et puis partir au moins 1 semaine par an lorsqu'on est dans un ménage sans enfants. Donc voilà trois enjeux qui me semblent importants aujourd'hui auxquels le tourisme social doit faire face. La baisse du départ en vacances et la hausse des inégalités par rapport à ce départ en vacances. La nécessité aussi d'accompagner la société française pour lutter contre la montée de l'isolement relationnel et la montée aussi des activités qui se font seules. Et donc, la possibilité via le tourisme social de créer aussi du collectif, de faire société. Et puis enfin, le potentiel que recèle le tourisme social en termes de démocratisation des pratiques et notamment des pratiques culturelles, sportives. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup pour ce panorama très, très clair, à la fois économique et sociétal. J'ai vu beaucoup de hochements de tête à la fois dans la salle et sur scène. Donc, je pense que ça ouvre bien cette table ronde et ça permet d'évoquer de premiers enjeux. Marc Pili, je vais vous emprunter le micro pour le ramener à Stéphane Mauduit, à qui je vais poser la première question. Pour enchaîner un petit peu, merci beaucoup. Là, on a eu beaucoup le plan plutôt de la consommation. Stéphane Mauduit, sur le plan peut-être de l'offre et de l'investissement, un peu quelles évolutions vous constatez dans le tourisme social et peut-être en subsidiaire, quelles problématiques ont les opérateurs aujourd'hui et les décideurs ? Alors, pour rappeler un petit peu les objectifs initiaux du tourisme social,
l'équation initiale est de dire que les acteurs du tourisme social permettent le départ en vacances pour tous. C'est aussi un tourisme de territoire et c'est un tourisme qui a un ADN de durabilité. Il a été construit à l'époque sur une conjonction entre des prescripteurs de départ en vacances, donc qui sont des financeurs ou, on va dire, des facilitateurs de départ en vacances. Alors, ce sont des collectivités, des caisses de retraite, des CAF, des mutuelles, etc. Et en face, des hébergeurs, des animateurs, des opérateurs qui permettent l'accueil de la clientèle du tourisme social. Initialement, les prescripteurs étaient souvent propriétaires et donc soit gestionnaires, soit donnés en gestion auprès de ces opérateurs avec une action très forte sur l'immobilier, c'est-à-dire un investissement fort sur cet immobilier et une relation quasi exclusive avec des opérateurs qui permettaient d'avoir des tarifs, en tout cas des loyers, en tout cas des coûts économiques pour les opérateurs extrêmement bas, qui permettaient à ces opérateurs de faire des prix attractifs. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que l'économie des opérateurs du tourisme social a évolué. On se retrouve avec 3 éléments fondamentaux de cette évolution. Une évolution sur l'offre, une évolution sur le modèle économique, et on va revoir un petit peu tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les coûts, et une évolution aussi sur la partie marketing, la partie commercialisation. Si on reprend l'idée initiale, c'est-à-dire ce lien entre des prescripteurs et des hébergeurs, l'offre a été complètement bouleversée dans les années passées, avec des prescripteurs qui ont ouvert en fait la capacité pour leurs ayants droit d'aller sur d'autres secteurs, notamment le secteur concurrentiel, des prescripteurs qui sont devenus de moins en moins investis dans l'immobilier, donc soit se sont dessaisis de ces actifs, soit n'ont pas réalisé les investissements nécessaires. Et donc la nécessité pour les opérateurs de petit à petit devoir investir de façon massive sur des actifs vieillissants, sur des actifs qui n'étaient plus forcément en adéquation avec l'attente de la clientèle, et donc un coût immobilier qui devenait de plus en plus prégnant pour les opérateurs, et donc avec une difficulté de pouvoir maintenir des tarifications relativement basses. L'autre problématique sur l'offre, c'est que vous ne savez pas, vous savez bien, malheureusement, c'est que les coûts d'investissement ont fortement augmenté. L'inflation est passée par là. Les taux d'intérêt ont aussi progressé. Et donc, il devient de plus en plus lourd pour les opérateurs d'avoir cette charge financière, cette charge d'investissement immobilier, leur permettant de maintenir des prix relativement bas. Donc ça touche profondément au modèle économique des opérateurs qui ne sont plus les seuls, enfin restent malheureusement un peu les seuls à porter cette équation économique entre accueillir un public qui a tendance à se paupériser. Donc ça, c'est la vraie question aujourd'hui sur laquelle on s'interroge, c'est est-ce que le tourisme social est encore en capacité d'accueillir une partie de la population qui se déclasse par rapport à encore quelques années passées. Et on voit que c'est difficile puisqu'on a une charge qui augmente du côté de l'immobilier, on a des coûts économiques qui progressent, hein, on en a parlé tout à l'heure, le coût des salaires, l'inflation sur l'énergie, alors qui est en train un petit peu de se résorber bien évidemment, mais qui sur les opérateurs pendant 2 ans a eu des impacts extrêmement importants. Des coûts de primes alimentaires, hein, on a vu, restrictions côté on va dire de la population, mais bien sûr un impact sur le coût alimentaire pour les opérateurs. Et donc une nécessité pour les opérateurs d'accroître un peu le coût ou le prix moyen des séjours, mais qui ne peut pas être aussi importante que l'inflation en tout cas,
par rapport à d'autres acteurs du tourisme dans la sphère marchande, on a des évolutions de prix moyens sur le secteur du tourisme social qui sont restées relativement restreintes, alors que des catégories d'opérateurs touristiques classiques ont largement augmenté leurs prix moyens pour pouvoir passer cette crise. Donc, modification sur l'offre, modification sur les paramètres économiques des opérateurs, et d'un autre côté, une modification sur l'aspect marketing commercial, où on a une clientèle qui cherche peut-être à partir moins longtemps, qui ne cherche plus forcément à partir en pension complète ou en demi-pension, mais qui a plutôt un attrait sur un prix facial. Donc là, je pense bien évidemment à l'hôtellerie de plein air, où on a un prix facial plus intéressant, où on a des animations des investissements lourds qui ont été réalisés et qui peuvent être attractifs, même si derrière le coût global peut paraître plus important, sera peut-être plus important qu'une semaine en séjour tout compris chez un opérateur du tourisme social. Mais en tout cas, on a ces évolutions aussi de clientèle qui font qu'on a une divergence entre, on va dire, l'idée initiale et originelle du tourisme social, l'accueil des vacances pour tous, et une évolution complète à la fois de l'offre et de la demande de la clientèle. Alors, quelles sont les solutions? Je n'ai pas la réponse. Il y a quand même un point essentiel, c'est que le secteur, me semble-t-il, doit se réaffirmer face à la concurrence, notamment la concurrence marchande, doit se réaffirmer et doit affirmer son ADN. Son ADN, c'est l'accueil pour tous, la durabilité et les territoires. Ce sont des éléments intrinsèques aux opérateurs qui ne sont pas forcément marchandables, en tout cas qui ne sont pas forcément attractifs pour la clientèle. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce sujet-là. Ça veut dire aussi peut-être réfléchir à l'offre, adapter l'offre, réfléchir à des offres qui soient plus adaptées à des tarifs plus attractifs. Et puis aussi travailler sur le financement de toute la problématique qui s'impose aujourd'hui, les problématiques réglementaires. Je pense à la problématique du décret tertiaire, des ERP, enfin les investissements qui aujourd'hui sont relativement très importants et qui s'imposent aux opérateurs et qui ne peuvent pas se voir dans le prix facial, qui ne peuvent pas en tout cas pouvoir se répercuter de façon directe sur la clientèle. Donc, il y a une problématique, enfin, des solutions, au fond, des points, c'est comment trouver une offre plus en adéquation avec l'attente de la clientèle, comment favoriser le départ en vacances. Donc, c'est une aide financière, mais aussi, on en parlait, un accompagnement au départ en vacances. Hein, la vraie question, alors le tourisme social est pluriel, on parle de villages vacances, on parle de centres de vacances, d'auberges de jeunesse, etc. C'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le départ en vacances des plus jeunes, qui seront demain plus autonomes pour partir en vacances. Donc si on n'a pas cette action initiale sur ces jeunes-là, ça sera difficile pour eux de se projeter demain sur un départ en vacances. Donc c'est de l'accompagnement au départ en vacances financières, mais en accompagnement, on va dire, d'ingénierie ou d'accompagnement social. Et puis c'est aussi tout un travail sur le financement et l'accompagnement des rénovations que fait donc le Fonds TSI aux côtés de l'ANCV, du Crédit Coopératif et de l'IRCANTEC, mais je pense aussi à tous les autres acteurs, et notamment aux acteurs institutionnels qui malheureusement ont un peu délaissé ce secteur, et donc le grand travail des collectivités à nos côtés pour permettre le départ en vacances pour tous. Merci beaucoup Stéphane Mauduit. J'entends dans votre réponse le mot territoire. Donc ça fait d'ailleurs ma transition toute trouvée pour donner la parole à Philippe Noche. Merci beaucoup. Sur le sujet, justement, peut-être si on prend le point de vue plus du territoire et des collectivités, comment est-ce que le tourisme social peut être source d'attractivité pour les collectivités? Comment est-ce qu'on peut favoriser l'investissement aussi dans le tourisme social du point de vue des collectivités?
Simplement pour les collectivités, les acteurs du tourisme social, c'est de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire c'est à la fois une activité économique qui a des retombées sur le territoire. Hein. Il en a été question dans ce qui nous a été présenté tout à l'heure au moment de l'Assemblée générale. Sur les conséquences de dépenses locales qui étaient faites. C'est souvent du travail pour des gens qui habitent in situ, hein, puisque les recrutements de tous ces acteurs sont quand même très souvent en proximité. Et c'est comment dire, l'affirmation pour un territoire d'un tourisme qui va épouser le territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même chose à Lège-Cap-Ferré et à Collonges-la-Rouge, pour citer un exemple corrézien qui est le département dont je suis issu. Mais il y a aujourd'hui, comme ça vient d'être rappelé, un certain nombre de difficultés. Une diminution générale des aides publiques. Le contexte d'aujourd'hui sur l'accompagnement des dossiers de rénovation, par exemple, c'est que, par exemple, les départements ont vu leurs dépenses sociales augmenter, leurs dépenses sur les routes augmenter. Et là, ce sont des dépenses sur lesquelles il n'y a pas trop de choix. Hein. Pour les régions qui ont en charge la politique des transports, les lycées, y compris l'hébergement et la restauration dans les lycées. Le choix qui a été fait par nombre de régions, ça a été de ne pas bouger le prix des repas, mais le coût ayant fortement augmenté. Donc il y a une grande partie des budgets de ces collectivités territoriales dont les collectivités ne maîtrisent pas l'augmentation. Vous mettez en face de ça des recettes qui ne sont pas du tout dynamiques. Ça veut dire qu'il y a des arbitrages. Qu'il y a des arbitrages à faire. Et les niveaux d'investissement d'un certain nombre de structures qui souvent n'ont pas été rénovées de façon très suivie pendant des années font qu'aujourd'hui, il y a des marches très importantes, que ce soit en matière normative, que ce soit aussi tout l'accompagnement des transitions qui sont nécessaires aussi pour diminuer les coûts d'exploitation, mais ça nécessite un investissement au départ. Et je crois que il y a un certain nombre de difficultés pour maintenir le parc à un niveau correct. Alors, après, moi je vois la région Nouvelle-Aquitaine essaie d'accompagner les projets de transformation, essaie d'accompagner le fonctionnement d'un certain nombre d'opérateurs qui aident au départ en vacances. Mais ce qu'on fait, c'est un peu plus qu'une goutte d'eau. Mais lorsque la région met 10 ou 20% sur une rénovation lourde d'un centre de vacances ou d'un village de vacances, il faut quand même trouver les 80 autres %. Et certes, la subvention, elle va venir, mais elle ne va pas suffire. Hein. Et aujourd'hui, nous venons, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, de mettre en place un fonds d'investissement destiné au tourisme, hein, une société d'économie mixte qui va... Alors, on n'est pas la seule région à faire ça, hein, mais la difficulté que nous avons, c'est que le concept de ce fonds d'intervention qui peut venir pour des travaux, qui peut venir pour faire du portage immobilier, la difficulté, c'est que le modèle ne fonctionne que si on sort au bout de 5 ans. Pour reconstituer le capital c'est quelque chose que la région Nouvelle-Aquitaine a fait avec la Banque des Territoires, hein, parce qu'on est à parité sur ce dossier-là. Mais la difficulté avec le tourisme social, c'est pour ça que je pense qu'on a des... Il faut qu'on en parle, hein, mais la difficulté, c'est comment, au bout de 5 ans, on resolvabilise la propriété du patrimoine. Et ça, c'est une vraie question. Alors, est-ce que ça doit être une association patrimoniale qui reprend derrière, mais qui a les moyens de reprendre, ou pas? Enfin, voilà, je m'éloigne un peu de votre question, puisque... Mais je voulais quand même dire ça pour expliquer un petit peu le contexte financier dans lequel nous sommes et la difficulté à tout cela. Après, il y a l'autre partie qui est celle de
l'objectif politique qui est le nôtre, c'est de dire il y a trop de gens qui ne partent pas en vacances. Donc il faut travailler là-dessus. Je pense qu'on essaie d'accompagner un certain nombre d'acteurs du tourisme social, des grands réseaux, financièrement. Bon, ça se passe normalement, c'est jamais assez pour les acteurs, mais voilà, il y a quelques représentants ici qui savent qu'on discute, on arrive à trouver des accords. Bon, mais moi, je vais vous citer l'exemple d'un échec. On a discuté avec la NCV pour, ici très bien représenté par son directeur général, pour mettre en place un dispositif d'aide au départ en vacances. Notre difficulté, c'est que ce dispositif, il existe. Il est sur notre magnifique site du comité régional du tourisme. C'est assez simple, hein, puisqu'il y a des critères. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas faire la médiation pour que l'information arrive aux personnes que l'on vise dans ce dispositif. Alors, on a discuté avec les CAF, mais c'était un peu compliqué parce qu'ils ont leur dispositif VAC Famille et faire la promotion et même l'information de l'existence du dispositif de la région, c'est pas aussi simple que ça. Hein, donc cette discussion n'est pas tout à fait finie, mais à mon avis, elle va échouer. Donc, vous voyez, on a une enveloppe qui n'est pas extraordinaire, mais finalement, on n'est pas sûr d'arriver à l'objectif parce qu'on n'est pas sûr de toucher les personnes que l'on souhaite toucher. Et les discussions avec des responsables de la CAF de mon département, ils me disaient que sur leur dispositif VAC Famille, ils avaient une modification des gens qui bénéficiaient de l'accompagnement avec tous les gens qui étaient le plus proche du seuil haut qui bénéficiaient effectivement de l'accompagnement, mais par contre, tous ceux qui étaient éloignés du seuil, qui étaient en dessous, qui finalement ne partaient plus. Et donc, je pense qu'une des questions que l'on doit se poser en tant que collectivité, mais nous n'avons pas la compétence sociale, mais en tant que nous, on a pris ça en se disant, voilà, on souhaite faire ça parce que c'est une façon de stimuler l'économie touristique, en particulier sur les ailes de saison. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on a justifié l'intervention régionale. Hein, puisqu'on doit intervenir pour des motifs économiques et pas pour des motifs sociaux. Mais il n'empêche que c'est quand même une motivation sociale au départ. Hein. Mais c'est comment on arrive à faire en sorte que les personnes dont on souhaite l'accompagnement pour toutes les raisons qui ont été rappelées par l'étude du CREDOC, hein, les trois objectifs, comment on arrive à les toucher, comment on arrive à faire réseau avec les gens qui sont en proximité. C'est une vraie difficulté pour une collectivité, qui a une surface géographique très importante. Et malgré la bonne volonté de tout le monde, ben on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc moi, je me pose beaucoup de questions en tant que vice-président en charge du tourisme pour l'année prochaine. Comment on peut participer à l'amélioration de l'accès aux vacances et aux loisirs d'une partie de la population? Quels outils il faut qu'on mette en place et surtout quels partenariats il faut qu'on fasse avec les uns et les autres? Alors peut-être ça veut dire un partenariat renforcé avec tous les acteurs dans leur diversité, mais voilà, la question reste ouverte pour nous aujourd'hui parce que je pense que le dispositif qu'on avait discuté avec la NCV, je pense qu'on n'arrivera pas à le mettre en place cet été. Peut-être pour le mois de septembre, on arrivera à faire quelque chose, mais je ne suis pas optimiste, quoi. Vous voyez ? Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je voulais juste en conclusion dire que pour toutes les collectivités, le fait d'avoir un acteur touristique social dans sa collectivité, c'est très important pour l'économie locale. Et c'est très important aussi pour le maintien des services publics, c'est très important pour, enfin, vous voyez, pour le fait que si on a un endroit où il y a des gens qui viennent, ben, ça veut dire qu'il faut que les routes soient entretenues, enfin, etc. Je pense que ça a plein de conséquences locales qui vont bien au-delà de la période où il y a une fréquentation touristique. Et puis c'est aussi, enfin, je pense qu'on ne mesure pas toujours
les saisonniers locaux en zone plutôt rurale, c'est aussi, en termes de pouvoir d'achat des familles, quelque chose de très important, parce que ce sont des jeunes qui vont avoir une forme d'autonomie pour un certain nombre de semaines, voire pour l'année scolaire ou universitaire après, et je pense que ça pèse très très lourd. Donc c'est pas un sujet neutre pour les territoires. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait répondu à ma question et même à ma deuxième question qui était justement sur ce sujet des retombées économiques pour le territoire et comment est-ce que le tourisme social dynamise le territoire. Donc c'est très clair et donc j'entends qu'il y a voilà, une problème. Juste quelque chose que je voudrais rajouter par rapport aux retombées économiques et qui est suite à une discussion avec le directeur général de VVF tout à l'heure, c'est qu'il est vrai que beaucoup de structures touristiques du secteur lucratif et concurrentiel favorisent tout ce qui est le in-house, c'est-à-dire le tout compris, c'est-à-dire ce qui a le moins de retombées économiques sur le territoire. Alors que la politique affichée par VVF, c'est de se dire il faut qu'on soit tourné vers le territoire. Et donc je pense que l'impact est sûrement beaucoup plus important quand on a du tourisme social plutôt que dans une structure beaucoup plus fermée sur elle-même. Merci beaucoup. Et donc j'entends aussi dans votre intervention la difficulté à favoriser le départ en vacances. Et donc ça me permet de me tourner vers Marc Pili. Je vais vous laisser prendre le micro. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont été dites voilà, qui résonnent dans ce que fait Vacances Ouvertes et votre expertise, notamment justement sur cette question de comment est-ce qu'on peut aider le départ en vacances, quels sont les freins peut-être culturels qui ont été un petit peu évoqués, et puis peut-être aussi en filigrane. Pourquoi est-ce que c'est vraiment si important? Quels sont vraiment les bienfaits en fait, du départ en vacances? Alors, avant de répondre à votre question, je vais répondre à cette question. Peut-on encore parler aujourd'hui de tourisme social aux consommateurs, aux décideurs? Il y a 30 ans, juste, Edmond Maire était président de VVF et il fait naître une association, enfin à l'époque une fondation qui s'appelle Vacances Ouvertes avec comme postulat le tourisme social aura de plus en plus de mal à mettre en œuvre des politiques sociales d'accueil de tous au regard des modèles économiques. Donc, Vacances Ouvertes est la preuve vivante d'une réflexion, le fameux pas de côté d'une structure qui, à l'époque, était présidée par un grand homme qui était visionnaire, puisque cette question se pose maintenant, puisqu'on est dans un colloque lors d'une assemblée générale de VVF, elle se pose de manière frontale. Et à l'époque, on était aussi soutenu par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, cette question n'est absolument pas neutre par rapport aux éléments que l'on peut porter. Il y a un deuxième élément qui est important, et ça a été évoqué par la personne du CREDOC, sur la question tourisme social, tourisme pour tous. Il faut remettre le cadre des choses. Aujourd'hui, le tourisme social, à ma connaissance, je me tourne vers l'UNAD, c'est 19 millions de nuitées. Si nous sommes à 56% de partants, et que nous voudrions imaginer être au même stade que les Allemands, c'est-à-dire à 78% de partants, il faudrait quasiment avoir 16 millions de personnes en plus qui partent sur une base de 5 jours. Vous imaginez bien que le tourisme social n'aura jamais la capacité en termes de volumétrie de pouvoir le traiter. Donc il y a un enjeu extrêmement important de dissocier la notion du tourisme social et l'enjeu du tourisme pour tous. Parce que d'un seul coup, dès qu'on parle de tourisme pour tous, c'est une politique publique nationale qui doit se mettre en place. Lorsque l'on parle de tourisme social, c'est une stratégie avec des modalités particulières, des typologies de public sur lesquelles on met en œuvre une stratégie commerciale et marketing pour y répondre. Je pense que ces éléments de cadre, c'est important. On ne peut pas demander au tourisme social de pouvoir répondre à une crise sociale et pas une crise économique. La question des vacances, et tout à l'heure, la personne du CREDOC l'a excessivement bien annoncé, c'est ce que ça ne produit pas, le fait de partir en vacances. Ou ce que ça produit, ce ne sont que des éléments de négation. Juste un point pour reposer un peu le cadre, et puis je répondrai à votre question. Le ministère Jeunesse et Sport fait des études régulières, et sur la tranche d'âge des 16-25 ans, le fait de ne pas partir en vacances est en troisième position comme étant une privation matérielle. Donc vous comprenez bien que lorsque l'on parle de ces sujets-là,
Il y a plein d'effets connexes qu'on ne calibre pas en termes de modèle économique direct sur le tourisme, mais en termes d'économie indirecte sur d'autres champs. Et là, d'un seul coup, c'est des objets qui sont extrêmement importants à traiter et à traiter de manière collégiale. J'en reviens après sur votre question, quels sont les freins? Bien, il est clair que le frein financier est un élément majeur. Mais attention, ne nous trompons pas à un élément extrêmement important. Comme les vacances, le fait de partir en vacances est un marqueur social, dire qu'on ne sait pas partir en vacances, on ne le fera pas. Donc il faut être très vigilant sur cette question pécuniaire, parce que ça serait facile, enfin, en tout cas vu de ma fenêtre, on sort 7, 8, 9, 10, 15 milliards, on donne de l'argent à tout le monde, et personne ne partirait plus. Et là, il y a un enjeu effectif extrêmement important d'accompagnement. Et le rôle de ces associations qui sont soutenues par la NCV, et vraiment un grand merci à l'agence de partager parfois un peu nos folies. Hein, et c'est important parce que sur ces sujets-là, il faut être parfois un tout petit peu fou pour pouvoir dire oui, on va construire du citoyen par la question des loisirs. C'est ça le sujet qui nous anime. Comment on redonne une conscience du soi et du collectif par le biais des vacances? C'est ce qu'évoquait tout à l'heure le Crédoc. Mais je trouve que l'intervention du Crédoc est absolument lumineuse quant aux enjeux et donc des contreparties sociales que ça peut avoir. Alors oui, je suis désolé, je ne parlerai pas de modèle économique. Vacances ouvertes n'est pas légitime à aborder le sujet. Nous ne sommes pas opérateurs de tourisme. Peut-être que parfois ça nous faciliterait la vie, mais en tout cas pour le coup, ce n'est pas du tout notre métier. Et donc, on a deux freins énormes sur la question des vacances. C'est je n'y ai pas le droit et c'est pas possible. Le je n'ai pas le droit est le sujet le plus difficile à essayer de faire lever. La pression sociale est un enjeu majeur. Regardons un exemple factuel. Quand on met en avant dans tous les débats, on parle de la question des congés payés. Et donc, on va parler des personnes qui sont salariées avec des petits revenus. Mais on fait une confusion majeure entre congés payés et vacances. Entre congés payés et tourisme, les congés payés n'ont jamais donné accès au tourisme. Ils contribuent. Donc ça veut dire que c'est un débat beaucoup plus large dans notre société par rapport à ces questions-là. De manière factuelle, c'est la proximité. On peut, et Vacances ouvertes est une association nationale qui travaille avec à peu près 1200 références sur les territoires, 200 associations en Nouvelle-Aquitaine, et on permet, grâce aux aides, à l'appui de la région, à faire partir quasiment 4000 personnes, ce qui est totalement insignifiant par rapport aux besoins, soyons très au clair, et on ne va absolument pas se gargariser du résultat obtenu, mais j'entends les enjeux que vous évoquez. Une fois qu'on a levé le frein financier, ben oui, mais quel est le référent qui va pouvoir accompagner? Quelle est la personne? Alors, je ne parle pas d'accompagnement lourd de 5, 10, 15 semaines à fréquence de 2 heures par semaine. Ce n'est pas ça dont je parle. Ça, on est sur des situations qui existent, qui sont des situations très particulières et auxquelles on peut répondre. Mais c'est toutes ces personnes qui s'interdisent de partir. Quel est l'espace qui permettra de pouvoir dire « mais vous pouvez le faire ». Et aujourd'hui, on a un maillage territorial qui est absolument remarquable, et en plus tout particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, ce sont les offices de tourisme. Nous les oublions régulièrement dans la stratégie d'accès aux vacances, et pourtant ce sont les premiers acteurs avec un réseau fort, les opérateurs du tourisme, avec des acteurs politiques, puisque c'est une antenne avec, je crois que parfois c'est une délégation de service public, donc il y a une politique publique qui peut être faite. Il y a généralement une faiblesse d'identification en proximité sur le territoire par rapport aux citoyens. Mais là, on a un espace qui est extrêmement intéressant à travailler. Et l'enjeu, c'est comment on travaille sur cette proximité, sur ce maillage territorial. Il y a un deuxième acteur qui est aussi au niveau de la proximité. J'entends que les régions ne peuvent pas agir sur la question du social. Je pense que les régions peuvent agir sur la question de la citoyenneté. J'espère même que toutes les collectivités territoriales de France et de Navarre ont cet objet dans leur tablette et dans leur capacité d'action. Mais le CCAS, il a une fonction d'accompagnement. Il a tout un travail sur un pan, par exemple, le vieillissement de la population. C'est des sujets de proximité qui, malheureusement, du fait parfois d'un manque de connaissances, une faiblesse parfois politique d'agir sur le sujet, n'est pas porté. Et ça, ce ne sont pas des coûts prohibitifs. Ce ne sont pas des coûts prohibitifs à mettre en œuvre. Ça s'appelle des plans de formation pour pouvoir construire les éléments de méthode. Et aujourd'hui, on a les moyens, les OPCO, qui existent. Donc on a plein de facteurs facilitant la démarche, sauf qu'il ne faut pas penser tourisme, il faut passer environnement de l'individu. Parce qu'il est trop violent celui-là. Ouais, on a un petit souci avec ce micro qui est un peu violent. Donc je recommence tout depuis le début, merci beaucoup.
Donc, je vais peut-être un peu... C'est mieux, mais bon. Voilà, donc l'enjeu, c'est comment on travaille la proximité et le maillage territorial pour répondre à cette question-là. La région Poitou-Charentes était à l'époque d'une initiative qui avait permis de mettre autour de la table 80 associations, 130 hébergeurs, quelques financeurs, pour essayer justement de bien faire identifier l'enjeu de la proximité, de l'accompagnement, avec des éléments de méthode, dont un élément tout simple. C'est comment, et là je pense que c'est un objet qui est important en ce moment auprès de la DGE, Direction Générale des Entreprises, c'est l'identification des aides. Ben oui, à un moment, si on a un frein financier, il faut savoir si on peut en récupérer quelque part. Je le fais un peu de manière un peu triviale, mais c'est un peu comme ça aussi que ça passe. Et donc, il va falloir travailler sur des modèles, non pas d'accompagnement, mais d'orientation pour aller détecter si on est éligible à telle ou telle aide. Parce qu'il n'y a rien de plus déceptif que de dire voilà, j'arrive, bonjour, je me sens, et c'est ce que dit le Crédoc en disant le fait de ne pas partir en vacances, on se sent, qu'on s'appelle, dans une situation de fragilité, qui n'est pas forcément une fragilité économique, mais une fragilité sociale. Dissocions bien les deux. Elle débarque, cette personne, en disant bonjour, je veux des aides, est-ce que j'ai le droit? Donnez-moi votre feuille d'imposition, votre QF, etc. Non monsieur, non madame. Ah, je peux vous garantir qu'en termes d'impact sur l'estime de soi, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et donc là, pour le coup, on tombe dans un travers. Donc comment, le premier élément, on permet à bien identifier qui peut en bénéficier. Les CAF le font, avec leur courrier annuel à partir de janvier, février, où elles envoient de manière assez massive, ça s'appelle l'information d'éligibilité. Mais voyons bien que les CAF interviennent, touchent entre 6, 8, maximum 10% de leurs allocataires. Vous imaginez bien qu'il reste encore beaucoup de monde. Et là, pour le coup, on a une question d'auto-interdiction, parce que les personnes qui reçoivent ça, et je dirais que presque ça. Non, je ne vais pas dire ça comme ça parce qu'on est enregistré, mais l'auto-interdiction peut aider à ne pas avoir une surconsommation des moyens qui n'existent pas. Et quand l'initiative, qu'on s'appelle d'une région, se porte sur ce type de sujet, mais je dis banco. Je dis, c'est rare d'avoir, que s'appelle, une volonté de dire on construit du vivre ensemble. Je rappelle, hein. C'est ça la question du tourisme. C'est ça la question du tourisme social. C'est son enjeu, sur son enjeu de mixité. Je ne reviens pas sur ce que disait M. Mauduit sur la question construire une marque, construire des outils marketing d'identification. Vu de ma fenêtre, je pense qu'on pourrait défendre beaucoup plus, je dis pas on, nous pourrions défendre beaucoup plus les enjeux de mixité comme étant un véritable outil de vente de produits. Il n'y a que 19 millions de nuitées. Malheureusement, factuellement, ce n'est que ça. Comment on peut travailler sur ces enjeux-là? Je ne rentre pas du tout sur les questions d'investissement, quelle est la part du prix billet avec l'investissement, mais est-ce qu'on peut aussi réfléchir différemment? Parce que depuis 20 ans, et je le dis de manière assez simple, puisque maintenant ça fait 13 ans que je baigne dans la question de l'aide de départ en vacances, on a toujours la même question. Comment on fait? On a, grosso modo, toujours apporté les mêmes réponses. Bah évidemment, mais forcément, dans une équation avec toujours les mêmes réponses, on a toujours le même résultat. Et c'est ça l'enjeu, et le terme aujourd'hui est un terme peut-être devenu à la mode, disruptif. Voilà. Je prends des exemples simples. Est-ce qu'il n'y a pas des capacités d'avoir des équipements avec des modèles qu'on s'appelle d'investissement et de matériaux qui seraient moins coûteux en mise en œuvre, qui permettraient donc et d'avoir de la qualité? Ah oui, très important. C'est pas parce qu'on est en situation de vulnérabilité que l'on doit avoir des mauvais produits. Ça, je vous indique tout de suite, ça marche pas. Les gens sont pas dupes dessus. Hein. Évitez de penser ça. Vous mettez ça de côté là pour se faire l'avocat du diable. Non, non, c'est pas un bon espace. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants. La proximité. Et juste un petit exemple qui est en train de se produire. Et puis après, je laisse la place. On est en train de travailler aujourd'hui avec une communauté d'agglomération, Lens-Liévin. Voilà, le Pas-de-Calais, le bassin minier. Donc, je ne fais pas de dessin sur qu'on s'appelle la question sociale des territoires. C'est quand même compliqué. Là, on n'est pas à 60%, on n'est pas à 40% de non-partants. Là, on est sur des situations. Et on a construit sur plusieurs années cet outil de départ en vacances avec 3 orientations. Le premier, le droit aux vacances. Donc comment on mobilise des crédits, comment on forme des personnes. Et là, pour le coup, les CCAS ont été fortement
mobilisés et on en a formé une centaine en début d'année pour pouvoir travailler sur le sujet. Très intéressant, c'est qu'on voit bien que le travail social et la question des vacances, il y a peut-être un petit peu de boulot à faire. Et là, les régions ont des moyens sur les plans de formation, puisque c'est une des lignes budgétaires, de pouvoir juste mettre dans le cadre des formations initiales, de dire, puisqu'il y a des appels d'offres, l'exemple projet vacances sur le travail social, ça peut être un moyen d'activer en fonction des compétences que vous avez. Donc le premier point, c'est de se dire, voilà, le droit aux vacances, l'accessibilité aux vacances. Le deuxième point, et ça on a commencé à le détecter, c'est mon métier de travailleur social, il est quand même généralement peu positif. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est un métier où on est dans des processus normés, très descendants, très thématiques. Et comment on fait de l'accompagnement global ? Pour le coup, les vacances, c'est drôlement bien parce qu'on va parler de logement, on va parler de mobilité, on va parler d'alimentation, on va parler de relations parents-enfants, etc. Enfin, tous les sujets, on les retrouve dans la question vacancière. Donc, c'est une façon différente de construire la boîte à outils du référent. Et le dernier point, je vais peut-être faire un scoop, une partie de la population, des citoyens, sont un peu fâchés. Une relation parfois un peu conflictuelle dans les relations entre élus et citoyens. Mais peut-être que je me trompe, parce que c'est pas du tout vrai. En tout cas, la seule chose que l'on a constatée, c'est que le fait qu'un élu mette en œuvre au niveau local cette action-là, ses concitoyens l'abordent de manière différente. Est-ce que c'est un épiphénomène qu'on a vu 3-4 fois et que là, pour le coup, il y a un vrai objet qui serait à analyser, c'est sur ces questions d'impact. Et je reviens juste sur un article qui est l'article 140 de la loi de constitution. La culture, les loisirs et les vacances sont une priorité nationale. Bon, ça, on ne va pas le mettre trop fort, mais ça construit le citoyen. Et je pense que toutes les questions du vivre ensemble ont un avantage, c'est qu'elles permettent de réunir plein d'acteurs qui, dans leur mission initiale, loi NOTRe par exemple, ne pourraient pas le faire. Mais il faut faire ce fameux pas de côté. Et là, aujourd'hui, on a on a plus de 8000 personnes qui vont partir en vacances. Merci au soutien de l'Agence nationale pour les vacances. La région s'est mobilisée, le département s'est mobilisé, la communauté d'agglomération se sont mobilisés, 60 partenaires annexes se sont mobilisés. Et là, pour le coup, c'est important d'avoir des acteurs qui ont un tissage associatif et un maillage territorial aussi complémentaire aux politiques publiques. Et ben, je vous invite le 29 juin à venir au Louvre-Lens. Tiens, question culturelle. Ben oui, en plus, le billet qui va être communiqué à l'ensemble des familles, il va permettre l'accès gratuitement au Louvre-Lens. Donc s'ils viennent tous, 8000, d'un seul coup, on va faire exploser un peu les chiffres de visite du Louvre-Lens. Et l'après-midi, on fait la fête des vacances où l'ensemble, normalement, s'il fait beau, on attend entre 8 et 10 000 personnes pour finaliser, quand ça s'appelle à la fois le projet, et donc avec la remise factuelle des aides au départ, la remise factuelle des réservations, etc. J'en précise, les familles ont été actrices de leur départ. On ne leur a pas construit à leur place. Ça, c'est aussi un élément préalable qui est extrêmement important. Et on va essayer de démontrer, c'est l'enjeu de l'évaluation qui n'est jamais pris en compte, et ça, très sincèrement, dans le cadre des politiques publiques, mettez en place des moyens sur les questions d'évaluation, non pas de faire le bilan, de savoir est-ce qu'on a bien respecté à 2% près la réalité, mais d'avoir la capacité d'analyser et donc de permettre de faire varier l'idée initiale pour qu'elle se transforme systématiquement. C'est un vrai enjeu. Et donc là, on va voir. Mais en tout cas, les retours que l'on a, les gens nous disent, mais on est content. Imaginez une population apaisée dans un processus de stress. Je ne vous fais pas de dessin, par contre, ça n'aidera pas le PIB, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à valoriser une destruction d'un abri de bus qui fait augmenter le chiffre d'affaires de X ou Y et que l'on met du PIB, plutôt qu'un espace totalement apaisé sur lequel il n'y a rien qui s'y passe en termes de train à l'heure, plutôt que de parler de violence, de train à l'heure. Et c'est ça l'enjeu qui est aussi derrière cette question vacancière. C'est une autre vision du vivre ensemble. Et j'en précise, est-ce que le tourisme social peut ça tout seul ? Je ne pense pas. Par contre, qu'on lui donne sa place pleine et entière sur cette notion de mixité, de vivre ensemble, de cette acception, mais bien entendu, il y a des éléments majeurs. Et comment on réussit techniquement, financièrement, à avoir des équipements d'une très grande qualité, mais dont le coût
est moindre. Et je milite, mais je suis à ma hauteur, de petit délégué général d'une association qui n'a même pas d'équipement, de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller bosser, parce qu'il paraît que c'est l'Europe en ce moment, est-ce qu'on ne pourrait pas aller titiller l'Europe pour retravailler sur ces questions de seuil maximum d'aide publique, de faire sauter la notion de concurrence qui pourrait être faussée parce que des financements publics arriveraient, parce que justement, il y a cette question sociale qui vient dedans et que peut-être nous ne valorisons pas suffisamment. Merci beaucoup, Marc. Vous avez évoqué beaucoup de choses sur les leviers plutôt culturels et humains pour favoriser le départ en vacances. Cette question aussi, grande question de la mesure, comment est-ce qu'on mesure l'économie d'un pays et le lien avec le bonheur et le bien-être. Je vais vous prendre le micro pour laisser enfin la parole à Alain Schmitt, plus sur justement comment est-ce qu'on peut aider le départ en vacances, peut-être d'un point de vue aussi économique, financier. Est-ce qu'il y a une évolution des dispositifs d'aide au départ en vacances? Comment est-ce que la NCV intervient dans tout ça? Alors, énormément de choses ont été dites. Vous avez la lourde tâche d'arriver en dernière. Alors, moi, ça fait 4 ans que j'ai pris contact avec le secteur du tourisme social. Donc, je suis à la fois très nouveau dans le secteur, mais je commence un peu à le connaître. Et donc, j'ai envie, peut-être avant de répondre précisément à cette question, de revenir un petit peu sur quelques réflexions générales, alors, qui vont recouper ce qui a été dit. D'abord, il y a effectivement cette question assez compliquée d'une forme de bouger ou de miroitement entre le tourisme pour tous, ou plutôt les vacances pour tous, et le tourisme social. Ce sont souvent deux notions qui sont presque considérées comme des synonymes, comme des notions identiques, mais en réalité, on voit bien que ce sont des choses assez différentes, et je rejoins ce que vous avez dit sur ce point-là. Comment favoriser le départ en vacances du plus grand nombre? Qu'est-ce que le tourisme social? Fondamentalement, au travers des interventions, on voit que c'est en fait un ensemble, un écosystème, où il y a notamment deux éléments qui sont d'une part des opérateurs du tourisme social, et d'autre part des publics. Alors peut-être un mot sur les opérateurs. Donc on l'a vu au travers des interventions. Les opérateurs du tourisme social sont dans l'économie. C'est comme ça. Ils sont dans l'économie, ce qui veut dire qu'ils évoluent dans un marché concurrentiel, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, c'est vraiment le constat qui est fait tous les observateurs des opérateurs du tourisme social. Ils doivent assurer leur soutenabilité économique dans cet environnement concurrentiel. Ils sont confrontés, comme toute entreprise, et j'emploie le mot entreprise à dessein parce que finalement, ils ont toutes les fonctions d'une entreprise. Ce sont des opérateurs. Ils sont confrontés à des défis stratégiques. Des défis stratégiques de développement, renouvellement de leurs équipements, modernisation, des défis stratégiques de transformation, numérisation, développement durable. Comme toutes les entreprises, ils subissent des chocs économiques. L'inflation, sur les prix de la nourriture, notamment sur les prix de l'énergie. Certaines spécificités de leur modèle économique sont remises en question. Les propriétaires des équipements, collectivités publiques ou assimilées, les vendent. Les vendent pour faire face à leurs obligations prudentielles en ce qui concerne les caisses de retraite, par exemple, pour des raisons budgétaires en ce qui concerne les collectivités territoriales. Les aides publiques, qui étaient plutôt présentes dans le secteur il y a 30-40 ans, sont en diminution parce qu'il y a beaucoup de besoins et que les budgets ne croissent pas aussi vite que ça.
Donc le tourisme social, les opérateurs du tourisme social sont dans l'économie. Sont dans l'économie. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que le paysage pour ces opérateurs devient de plus en plus complexe, en réalité. Le consommateur, il change. Hein, il devient beaucoup plus consumériste, d'une certaine façon. Il est attentif à son expérience. Il est attentif à ses degrés de liberté. La concurrence est de plus en plus agressive. Et c'est une concurrence qui va sur le terrain traditionnel des opérateurs du tourisme social, en termes de prix, en termes de prestations. Et c'est une concurrence qui va aussi sur leur terrain, on va dire, en termes de valeur. La RSE, tout le monde a ce mot-là à la bouche. Quel opérateur n'a pas un programme de RSE, ne développe pas une fondation? Donc, tout le monde fait de la RSE aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile de se différencier sur ce plan-là. Autre élément de complexification et de brouillage des frontières. Les opérateurs du tourisme social deviennent de plus en plus différents les uns des autres. Certains d'entre eux deviennent de très belles ETI, entreprises de taille intermédiaire, des opérateurs économiques très performants. D'autres, à l'opposé, souvent des petits opérateurs, ont des difficultés. Donc le peloton, il s'étire. On constate aussi que la mixité des publics accueillis peut, dans certains cas, diminuer. C'est-à-dire qu'on peut avoir une focalisation de certains opérateurs sur des clientèles finalement relativement standards. Voilà. Donc, pour résumer peut-être de façon un petit peu tranchée un certain nombre de constats qui ont été faits par les divers intervenants. Donc finalement, un environnement qui est assez perturbant, d'une certaine façon, pour ce tourisme social, pour ces opérateurs du tourisme social. Est-ce à dire que le tourisme social est en train de se diluer? Personnellement, en observant le secteur, je ne le crois pas. Je suis convaincu du contraire. Tout d'abord, il y a tous les constats qui ont été développés par le CREDOC. Le nombre de Français qui ne partent pas en vacances augmente, et il augmente notamment au bas de l'échelle sociale. Donc le besoin, il existe. Il existe. Il est perceptible. Ce besoin, c'est un phénomène complexe auquel le tourisme social ne peut pas seul apporter une réponse, mais il existe. Il existe, et aujourd'hui, les opérateurs du tourisme social sont les seuls, finalement, à axer leur projet sur la satisfaction de ce besoin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a dans notre pays, alors c'est un certain nombre de fractures sociales, au-delà des fractures économiques. On a une bonne partie de la population qui s'isole, ça a été dit par le CREDOC. À la NCV, on a notamment la question des seniors, bien dans le viseur, également des jeunes. Les jeunes s'isolent, alors ils ne s'isolent pas forcément individuellement, mais ils peuvent s'isoler socialement, c'est-à-dire voilà, rester dans leur quartier, rester dans leur environnement, ne pas aller vers l'autre, ne pas aller vers le contact, vers l'ouverture. Nous avons également de plus en plus de personnes dans des situations encore plus difficiles, qui sont par exemple alors les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes gravement malades, les personnes en perte d'autonomie, qui vont croître dans notre société, hein, des sociétés qui vieillissent. Donc le besoin, il existe. La fréquentation du milieu du tourisme social depuis 4 ans me fait avoir la conviction que ce milieu, cet écosystème, pour parler moderne, il a une très forte personnalité. Il a une très forte personnalité. Et j'irais même au-delà en disant que ça n'est pas qu'une réalité française, c'est une réalité internationale. On le voit au travers des débats de l'OITS. Le tourisme social, c'est quelque chose qui existe, alors avec un degré de maturité peut-être moindre, une jeunesse plus importante, mais qui est très présente dans les Amériques,
qui est très présente en Afrique. Donc c'est un phénomène, d'une certaine façon, qui dépasse la France, qui dépasse l'Europe. C'est finalement une question aujourd'hui qui est assez universelle. Alors, vous me posez la question, je vais quand même en dire 2 mots, même si elle n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'incitation économique pour favoriser le départ en vacances, pour le tourisme social? Alors d'abord, on peut faire quelque chose. Enfin, en tant que directeur général de la NCV, si je ne vous disais pas ça, ça serait un peu paradoxal. On peut faire quelque chose. Je dirais même qu'on peut parler aux décideurs de tourisme social. C'était le thème de la table ronde. On le voit notamment dans le discours politique, dans les initiatives politiques. Il reste toujours une place pour le tourisme social. Certains pourraient estimer qu'elle n'est pas suffisante, mais il reste une place. Le tourisme social a une mesure, même 2 mesures, puisqu'il va y avoir des mesures de financement dans le plan Destination France de 2021. Il a une place au comité interministériel du tourisme du mois de mai, qui pourtant a été absolument focalisé sur les Jeux Olympiques, qui est une question un petit peu distincte du tourisme social. Il a une place au comité de filière du tourisme, qui d'ailleurs a créé un comité thématique tourisme social. Donc, il a une attention de la part des décideurs. Il conserve une attention, même s'il est en concurrence avec d'autres sujets. Mettre en place des mesures économiques, ça veut dire souvent, en France, une intervention de la puissance publique. Bon. On peut faire des choses, et on en fait. Et je pense qu'il y a 2, on va dire, il y a vraiment... Il ne faut pas forcément être très original quand on parle de mécanisme économique ou d'intervention, parce qu'on peut avoir tendance à complexifier les choses. Il y a 2 besoins vraiment qui apparaissent de façon extrêmement manifeste aujourd'hui dans la sphère du tourisme social. Le premier, c'est un besoin d'investissement de la part des opérateurs. Je crois qu'il faut peut-être l'analyser, mais dans son principe, il n'est pas contesté. Et donc, on a des réponses publiques en face, notamment à la Caisse des dépôts, mais pas seulement, dans les collectivités territoriales, un peu à la NCV. Ça, c'est un point très important. On peut également remonter un petit peu dans la problématique en disant on va essayer d'éclairer les choses. C'est-à-dire, la puissance publique va essayer de faire une étude pour objectiver les besoins de financement et pour faire le point sur les sources de financement. C'est ce qui est fait au comité thématique du tourisme social, dont je parlais tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est agir sur la demande. Donc, l'aide au départ en vacances. C'est ce que fait la NCV. Alors, l'aide au départ en vacances, je dirais, elle a 2 volets. Elle a un volet au travers du chèque vacances. Le chèque vacances, c'est une aide au départ en vacances, grosso modo, de la part des employeurs ou des comités socio-économiques, qui touchent un grand nombre de personnes. 5 millions de personnes aujourd'hui. 5 millions de bénéficiaires, probablement le double en comptant leur famille. Mais c'est également l'aide aux personnes en situation de fragilité, ce qu'on appelle l'action sociale. Cette aide aujourd'hui, il y a 2 grands opérateurs en France, la NCV et le réseau des CAF. Pour ce qui concerne la NCV, en 2024, c'était 273 000 personnes. C'est beaucoup, mais c'est très peu, finalement, par rapport à la population au bas de l'échelle sociale en France. C'est très peu. Donc c'est forcément une aide qui est ciblée sur des cas difficiles, des personnes fragiles, des publics fragiles. Un point important, c'est que cette aide, on peut l'imaginer comme une distribution sur une plateforme. On peut l'imaginer comme quelque chose qui est mis en œuvre au travers d'un accompagnement, tel que l'a décrit Marc Pili. La conviction à la NCV, c'est que l'accompagnement est essentiel. C'est-à-dire que les mécanismes économiques qui peuvent favoriser le départ en vacances des personnes qui en sont vraiment éloignées, des personnes fragiles, sont d'autant plus efficaces qu'il y a également cet accompagnement. Ça fait partie du mécanisme économique d'une certaine façon. Et là encore, on peut avoir une étape supplémentaire en remontant un petit peu dans la chaîne, en se disant, ces aides, elles sont nombreuses,
pas forcément très lisible, mise en œuvre par de nombreux acteurs. Et donc, on peut avoir l'idée de Les micros sont capricieux aujourd'hui. Il faut bien l'orienter, de disposer d'un outil pour les rendre plus visibles. Voilà, une autre idée qui est explorée au comité de filière du tourisme. Je terminerai peut-être sur un mode assez peu économique, sur la fameuse question de que peut-on imaginer pour le tourisme social. Je dirais que je ferai écho un peu à ce qui a été dit tout à l'heure par Stéphane Mauduit. Pour moi, c'est aussi une question d'identité, et peut-être même avant tout une question d'identité. Stéphane Mauduit parlait d'ADN, moi je parlerai d'identité. J'aime bien cette réflexion de Descartes sur le morceau de cire. C'est quoi un morceau de cire? J'ai un morceau de cire dans les mains. Oui, morceau de cire dans les mains, ce morceau de cire a une certaine consistance, je l'approche de la cheminée, il fond, il est très différent, et pourtant c'est le même morceau de cire. C'est un peu ça le défi du tourisme social aujourd'hui. Il est forcé de se transformer. Il est forcé de se transformer parce qu'il est dans un marché en concurrence, parce que la situation se complexifie, parce que les frontières deviennent plus floues, mais il a une très forte identité. Et cette très forte identité, elle provient fondamentalement d'un projet. Et ce projet, il a une permanence. Il a une permanence. Et donc, je pense qu'un des enjeux pour le tourisme social, et notamment ses opérateurs, c'est d'arriver à réaffirmer cette identité, tout en s'insérant dans un environnement en transformation. Et dans cette identité, il y a un certain nombre de choses qui ont été citées, mais pour moi, le cœur du projet, je pense que c'est les publics. Donc il faut réaffirmer cette orientation, ou en tout cas cette inclusion dans les modèles économiques, dans les stratégies marketing de ces publics spécifiques, à bas revenus, au bas de l'échelle sociale. Les opérateurs qui font des tarifications en fonction des revenus, c'est assez unique d'une certaine façon. Il y en a peu dans l'économie. Quand vous achetez un smartphone, on ne vous demande pas votre feuille de paye ou votre avis d'imposition. Là, ça existe. Ça, c'est très spécifique. C'est ce genre de choses qu'il faut réaffirmer, qu'il faut mettre en avant. Ça parle. Ça parle. Fondamentalement, ça parle à la société. La deuxième modalité importante, c'est le collectif. Le collectif, des hébergements collectifs, des activités collectives, un accès à la culture, un accès à une forme d'éducation, à une forme d'ouverture. Et le troisième élément, alors qui est plus compliqué, mais plus difficile à affirmer, mais qui sous-tend un peu l'ensemble de ces aspects, c'est l'affirmation de certaines valeurs, tout simplement. Des valeurs sociales et des valeurs humanistes. Pour moi, le tourisme social, après l'avoir observé pendant 4 ans, il a une identité. Cette identité va peut-être un peu souffrir, un peu être bousculée, peut-être que le nombre d'opérateurs va diminuer, peut-être que l'empreinte va diminuer, mais fondamentalement, ce projet, il demeure valable. Et donc l'enjeu, c'est de réaffirmer cette identité, de réexprimer cet ADN, comme le disait mon président. Merci beaucoup et merci d'avoir également répondu à la question de la table ronde aujourd'hui. J'entends donc qu'on peut encore parler de tourisme social et même il le faut pour lui permettre de réaffirmer son identité ou son ADN. On a 5 petites minutes pour peut-être prendre une question de la salle, si on en a aujourd'hui, pour pouvoir échanger avec nos intervenants. Oui, donc vous avez répondu à beaucoup de questions, et en particulier sur l'économie, la manière dont on doit gérer le tourisme, voilà, les investissements et tout. Par contre, la question c'était, peut-on encore parler aujourd'hui du tourisme social aux consommateurs et aux décideurs? C'est ce que vous avez dit à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on peut porter le tourisme social aux consommateurs ou aux décideurs, sachant qu'un décideur, c'est aussi un consommateur, et que dans les consommateurs, il y a certainement des décideurs.
Mais commençons par là. Commençons par savoir comment expliquer à des personnes qui sont en bas de l'échelle, qui sont en haut de l'échelle, qui sont au milieu, qui sont là aux décisions publiques ou dirigeants de certains organismes, quel est l'intérêt d'avoir du tourisme social? Ça, j'aurais aimé l'entendre. Là, on a parlé d'économie, on a parlé de gestionnaires, on a parlé d'investissement, on a parlé de plein de choses. Mais comment est-ce qu'on met en valeur ce tourisme-là? Comment est-ce qu'on met l'humain à l'intérieur de tout ça? Comment est-ce qu'on met les gens à l'intérieur de tout ça? Comment est-ce qu'on met le public à l'intérieur de tout ça? Tout ce que vous avez dit à la fin, là, les 3 mots que vous avez dit à la fin, c'est ça. Mais par contre, tout le reste, mais sincèrement, moi, c'est pas ça. Pour convaincre les gens, il ne faut pas leur apporter des chiffres, des trucs. Pour convaincre les gens, c'est aller au-devant d'eux et leur expliquer l'intérêt qu'il y a. Mais pas l'intérêt économique, pas l'intérêt social, l'intérêt culturel. Comment est-ce qu'on va amener ces jeunes, ces personnes qui sont en rupture sociale, qui sont seules, à revenir et à s'intégrer dans la société? C'est ça l'important. Et la question, elle était bien posée. Enfin, pour moi, elle était bien posée. Par contre, on a répondu à toutes nos complexités, à nous, de vie de tous les jours, en tant qu'élus ou autres, sur les investissements, savoir comment on va gérer, savoir comment économiquement on va arriver à faire fonctionner tout ça. Certes, c'est primordial. Bien sûr que c'est primordial. Mais l'intérêt, il est intellectuel. Aujourd'hui, on a une rupture à l'intérieur de notre pays. Cette rupture, c'est quoi? C'est que, il l'a dit, on a 5 semaines de congés payés. Les congés, c'est plus du tourisme. C'était ça qu'il fallait parler. Les congés, c'est plus du tourisme. C'est ça. Quand la première fois les gens sont partis en congé, on les a considérés comme des touristes parce qu'ils sont partis de chez eux. Ils sont allés voir autre chose. Ils sont sortis de leur quotidien. Là, aujourd'hui, on a des congés, mais on n'a plus de touristes. Voilà. Mais on aurait pu parler de choses différemment. Je trouve que c'est un peu dommage que ce soit cantonné sur l'aspect économique. Merci pour cette remarque. J'ai entendu qu'il y a eu quand même pas mal d'éléments qui ont été abordés, notamment par Marc Pinilly. Rebondissez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Avec toutes mes rondeurs, la rebondie, ça va être très très compliqué de faire très court. C'est ce que j'essayais d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a un travail qui est à faire sur la proximité, je veux dire CCAS OT, non pas sur les modèles économiques, parce que, d'une part, je suis pas légitime d'en parler, et puis ça me dépasse pas tant que ça, mais c'est pas l'objet. On est bien sur une notion qui est évoquée par le Crédoc, c'est la question du vivre ensemble. Le sujet, c'est comment on l'amène. C'est ce que vous évoquez, comment on l'amène. Je vous ai parlé de l'initiative de ce qui se passe dans le Pas-de-Calais. Il y a la même chose qui est en train de se faire au niveau du Kremlin-Bicêtre. Je suppose qu'il y en a plein d'autres actions qui se mettent en place. C'est l'investissement de l'élu local que vous êtes, que vous menez en place déjà avec votre action, votre petite commune et vos gros équipements. C'est l'enjeu de faire associer aussi le citoyen à ce que ça signifie pour lui et pour vous la question de partir. Parce que l'enjeu n'est pas de partir, c'est qu'on revient. Et tout le travail tout au long de l'année, ça va être sur le retour. Et c'est là aussi tout le travail qui est à faire et qui est la base du tourisme, qui est la base des vacances. On ne parle pas de durée, etc. Mais c'est un départ. La notion d'agrément est systématiquement intégrée et c'est forcément un retour. Je n'ai plus en tête ce qui s'appelle le « Heureux qui communie, ça fait un beau voyage », mais sincèrement, il faut juste reprendre ce poème. Il nous dit tout sur qu'est-ce que ça veut dire l'acceptation de là où on est. Et quand on parle justement de fracture, c'est de revenir sur là où on est en disant « ben oui, parce que j'ai été voir autre part, c'est peut-être pas si mal. Donc de ce fait, je vais peut-être pouvoir entendre un petit peu. » Mais à la base, c'est un élu local, ce sont des élus locaux qui remontent leurs manches, qui sont prêts à se prendre des scuds parce que le fait on va mettre en place des politiques publiques, parce que une commune, c'est une politique publique, hein, on met en place des politiques publiques, vous risquez d'avoir, et là, il faut être prêt à combattre, ah mais non, mais c'est toujours les mêmes qui en bénéficient, là. Pourquoi eux et pas moi ? Et c'est là tout le travail sur la question de la marge, cette frange qui a le sentiment de plus en plus fort de ne pas pouvoir en bénéficier. Je vous invite à prendre attache avec le maire de Lens, il pourra vous en parler activement de ce qu'il essaye de faire. Merci Marc. On prend une deuxième question très rapidement. Vincent arrive avec le micro.
On ne vous entend pas pour l'instant. Son mouvement, j'étais très d'accord avec le monsieur. Je pense qu'on a oublié de regarder le titre de cette table ronde. Et ce qu'on oublie principalement, et ça fait très longtemps, on oublie les utilisateurs. Que veulent les utilisateurs? Et moi, j'avais une question pour les associations et pour aussi les opérateurs. Pourquoi, depuis des années et des années, on n'ouvre pas les ailes de saison à tout prix, qui ferait beaucoup plus de nuitées, qui donnerait des endroits pour nos utilisateurs à partir? Nous, on fait, avec la NCV, on fait partir 10 000 personnes par an, plus de 10 000 personnes par an, merci la NCV, mais pourquoi on n'ouvre pas les ailes de saison? Et moi, j'ai une deuxième question, c'est quand on va donner un cadre au tourisme social? C'est-à-dire, pourquoi le tourisme marchand est dans le tourisme social? Le tourisme social est là et on doit faire fonctionner le tourisme social et pas le tourisme marchand. Ou sinon, il n'y a plus de tourisme social demain. Merci. Alors, on n'a pas d'opérateur avec nous autour de la table aujourd'hui sur la question des ailes de saison. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Stéphane. Ou... Est-ce qu'on a le temps? On a une intervention. Une réponse. Non, mais il y a alors la question des ouvertures de saison. On est assez à l'aise chez VVF parce qu'on est ouvert de manière très très large, hein, parce qu'on est à plus de 7 mois par an. La question de fond, c'est la coordination des acteurs pour assurer ces ailes de saison. C'est ça l'enjeu. Voilà. Et ça, c'est un élément essentiel. Et le deuxième sujet qui a été évoqué, c'est la promotion aujourd'hui de l'offre tourisme social, hein, auprès du grand public. Digitalisation, concentration, disruption, etc., coût de distribution. Et l'enjeu majeur, c'est de faire connaître l'offre, parce que son contenu, elle est évidemment travaillée, comme ça a été dit. Mais aujourd'hui, la rendre visible au grand public devient des coûts tout aussi importants dans nos modèles économiques que la rénovation des équipements. On en est là. Je parlais de 15-20% de coûts de distribution. Voilà, et puis je vais laisser notre trésorier compléter. Virulent trésorier. Pardon. Monsieur Schmitt a dit quelque chose de très intéressant, en tout cas de mon point de vue. C'est... mais opérateur du tourisme social, différenciez-vous. Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport aux autres? Ça fait... on a toujours les mêmes problèmes avec ce micro ou un autre. Ah ouais, bon. Alors, je me mets où? Ah, merci. Bien. Donc, je reviens pour un quart d'heure. Non, la différenciation, c'est un élément extrêmement important. Mais d'un autre côté, vous avez dit, je connais les opérateurs du tourisme social, il y a des très très belles ETI, efficaces, etc., etc. Sont des opérateurs du tourisme social. Ouais, on n'a pas fait le ménage chez nous, bon, peut-être est-ce que c'est à faire, etc. Le sujet de l'ouverture aux ailes de saison, c'est un sujet extrêmement dangereux tant qu'on n'a pas justement différencié ce secteur du tourisme social. Parce que tout opérateur qui remplit bien tranquillement et de façon très, très satisfaisante sur un plan économique ses cœurs de saison, il sera très intéressé par ouvrir aux ailes de saison s'il a accès effectivement à des dispositifs, puisqu'on est dans un contexte de concurrence, il sera très content éventuellement d'élargir l'offre et d'accepter chez lui pour justement encore optimiser son modèle économique, aux ailes de saison, son activité. Donc, mais Monsieur Schmitt, vraiment un élément très important, vous avez signalé, c'est nous devons nous différencier du reste. Voilà. Merci, je pense qu'on va conclure sur... je vois une autre main levée, mais malheureusement, on a déjà pris un peu de retard.
Et je crois qu'on va pouvoir continuer les échanges de toute façon pour ceux qui restent avec nous pendant la soirée. Donc merci beaucoup à tous les 4 ici, et puis merci beaucoup à Sandra aussi en ligne de nous avoir accompagnés sur cette table ronde pour tous vos éclairages, et puis bonne fin de journée à tous et à toutes.